Chapitre 14. Galen. Fils de Tisserand, Galen était adolescent quand il arriva à Castelserre. Son père était l'un des serviteurs personnels de la reine Désir qui avait quitté Labour à sa suite. Sollicitée était la maîtresse d'art de Castelserre à l'époque. Elle avait formé le roi Bonté et son fils Subtil à l'art, si bien qu'à l'adolescence des fils de Subtil, elle était déjà vieille. Aussi demanda-t-elle la permission au roi Bonté de prendre un apprenti, et il y consentit. Galen bénéficiait largement des faveurs de la reine, et sur les vigoureuses injonctions de la reine servante Désir, Sollicité choisit le tout jeune Galen comme apprenti. En ce temps-là, comme aujourd'hui, les bâtards de la maison des loin-voyants n'avaient pas accès à l'art. Mais lorsque ce don fleurissait par hasard hors de la famille royale, on le cultivait et on le récompensait. Sans nul doute, Galen était dans ce cas, celui d'un garçon qui manifeste un talent étrange et inattendu, et qui attire subitement l'attention d'un maître d'art. Le temps que les princes chevalerie et vérité soient en âge d'apprendre l'art, Galen avait assez progressé pour prendre part à leur formation, bien qu'il eût à peine un an de plus qu'eux. Encore une fois, mon existence chercha son équilibre et le trouva brièvement. La gêne qui nous séparait, d'impatience et moi, s'éroda peu à peu en l'acceptation tacite que nous ne serions jamais tout à fait à l'aise, ni d'une familiarité excessive l'un avec l'autre. Nous n'éprouvions aucun besoin de partager nos sentiments et nous nous côtoyions à distance respectueuse, ce qui ne nous empêcha pas, le temps passant, d'arriver à une certaine compréhension mutuelle. Quelquefois même, au cours de cette danse ritualisée qu'était notre relation, nous connûmes des moments de franche gaieté et il nous arriva en certaines occasions de danser au son de la même flûte. Une fois qu'elle eut abandonné l'idée de m'enseigner tout ce que devait savoir un prince la voyant, elle put m'apprendre beaucoup, mais moins, certes, qu'elle ne souhaitait à l'origine. J'acquis une certaine pratique musicale, mais en lui empruntant ses instruments et au bout de nombreuses heures d'exercice solitaire. Plus que son page, je devins son coursier, et, à force de faire ses commissions, j'accumulai un grand savoir dans l'art de la parfumerie et des plantes. Même Imbre se montra enthousiaste lorsqu'il découvrit mes nouveaux talents dans le domaine de la multiplication par les racines et les feuilles, et il suivit avec intérêt les expériences souvent infructueuses que Dame Patience et moi-même menions afin de convaincre les bourgeons d'un arbre de faire des feuilles quand on les insérait dans l'écorce d'un autre. C'était là une magie dont elle avait entendu parler par la rumeur, mais qu'elle ne se faisait pas scrupule d'essayer. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut voir dans le jardin des femmes un pommier dont une branche donne des poires. Le jour où j'exprimais ma curiosité pour l'art du tatouage, elle refusa de me laisser marquer mon corps en disant que j'étais trop jeune pour une telle décision. Mais, sans le moindre problème de conscience, elle me permit de l'observer, et finalement de l'assister, alors qu'à coups d'aiguille, elle s'instillait lentement de l'encre sous la peau de la cheville et du mollet pour y dessiner une guirlande de fleurs. Mais tout ceci se mit en place en plusieurs mois, voire plusieurs années, et non en quelques jours. Au bout de 10 jours, nous étions francs mais polis l'un avec l'autre. Elle fit la connaissance de Gerpu et elle l'enrôla dans son projet de fabriquer du papier à partir de racines. Le show grandissait bien et me rendait plus heureux de jour en jour. Les courses que Dame Patience m'envoyait faire en ville me donnaient de multiples occasions de voir mes amis, en particulier Molly, en qui je trouvais un guide irremplaçable pour me piloter jusqu'aux étals odoriférants où j'achetais les fournitures pour parfums de Dame Patience. La menace des pirates rouges et de leur forgisation rôdait toujours à l'horizon. Mais ces quelques semaines durant, ce ne fut guère qu'une terreur lointaine, comme le souvenir des frimas de l'hiver pendant une journée d'été. Un bref espace de temps, je fus heureux, et cadeau plus rare encore, j'en étais conscient. Puis commencèrent mes leçons avec Galen. La veille au soir, Burich m'envoya chercher, et j'allais le trouver en me demandant quel travail j'avais mal fait pour me valoir ses réprimandes. Il m'attendait devant les écuries en dansant d'un pied sur l'autre, aussi nerveux qu'un étalon entravé. Il me fit aussitôt signe de le suivre et m'emmena dans ses quartiers. Du thé me proposa-t-il, et, à mon hochement de tête, il prit une bouilloire tenue au chaud près de l'âtre et me remplit une chope. Qu'est-ce qu'il y a demandai-je en l'apprenant. Je ne l'avais jamais vu aussi tendu. C'était si peu dans sa nature que je me pris à redouter quelque terrible nouvelle. Sui était malade ou morte, ou bien il avait découvert l'existence de Martel. Rien. Il mentait, et c'était si visible qu'il le reconnut lui-même. Voilà mon garçon, avoua-t-il soudain.
Galen est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit que tu allais être formé à l'art et que, tant que tu serais son élève, je devais rester à l'écart. Ne te donner aucun conseil, ne te confier aucune tâche, ni même partager un repas avec toi. Il s'est montré très clair là-dessus. Il se tut et je me demandais à quelle expression plus nette il avait renoncé. Il détourna les yeux. Fut un temps où j'espérais qu'on te donnerait cette chance. Mais comme ça n'arrivait pas, je me suis dit, bon, c'est peut-être aussi bien. Galen peut être dur comme professeur. Très dur. J'en ai eu des échos. Il impose une discipline de fer à ses élèves, tout en prétendant ne pas exiger davantage d'eux que de lui-même. Tiens, tu me croiras si tu veux, il paraît qu'on dit la même chose de moi. Je me permis un petit sourire qui m'attira un froncement de sourcils. Écoute donc, Galen n'a aucune affection pour toi. Et il n'en fait pas mystère. Naturellement, comme il ne te connaît pas, ce n'est pas ta faute. Ça tient seulement à ce que tu es, à ce que tu as déclenché. Et Dieu sait que tu n'y étais pour rien. Mais si Galen l'admettait, ce serait reconnaître que c'était la faute de Chevalerie, et je ne l'ai pourtant jamais entendu lui attribuer le moindre défaut. On peut aimer un homme tout en gardant les yeux ouverts. D'un pas vif, Ulrich fit le tour de la pièce, puis revint devant le feu. Et si tu vidais ton sac une bonne fois, suggérai-je. J'essaye, répondit-il d'un ton sec. Je ne sais pas ce que je dois te dire. Je ne suis même pas sûr de bien faire en t'en parlant. Est-ce que je suis en train de te donner des conseils ou de me mêler de ce qui ne me regarde pas? Mais tes leçons n'ont pas encore commencé. Alors je te préviens dès maintenant. Travaille d'arrache-pied. Ne sois pas insolent. Montre-toi respectueux, poli. Écoute tout ce qu'il dit et apprends aussi vite, aussi bien que possible. Il se tut à nouveau. Je n'avais pas l'intention d'agir autrement, répondis-je d'un ton un peu revêche, car ce n'était manifestement pas ce qui lui pesait sur le cœur. Je le sais bien, Fitz. Soudain, il soupira, puis s'assit brusquement de l'autre côté de la table, et se prit les tempes entre les mains comme s'il avait mal à la tête. Je ne l'avais jamais vu si agité. Il y a longtemps, je t'ai parlé de cette autre magie, le vif, le fait d'être lié aux bêtes, de devenir presque un animal soi-même. Des yeux, il fit le tour de la pièce comme s'il craignait d'être entendu. Il se pencha vers moi et à voix basse, mais d'un ton pressant. Garde-temps. J'ai fait ce que j'ai pu pour te montrer que c'était honteux et mal, mais j'ai toujours eu l'impression que tu n'étais pas tout à fait d'accord. Oh, je sais que tu m'as toujours obéi, la plupart du temps. Mais en certaines occasions, j'ai senti, ou soupçonné, que tu bricolais avec des choses dont ne s'approche pas un honnête homme. Je te le jure, Fitz. J'aimerais mieux. J'aimerais mieux te voir forgisé. Ne prends pas cet air outré. Je te dis ce que je pense. Et quant à Galen, écoute-moi bien, Fitz. Ne lui en parle jamais. N'en parle pas, n'y pense même pas près de lui. Je n'en sais pas bien long sur l'art, ni comment il marche, mais parfois, oh parfois, quand ton père me touchait avec l'art, j'avais le sentiment qu'il connaissait mon cœur mieux que moi, et qu'il y voyait des choses que je dissimulais même à moi-même. Le rouge monta soudain aux joues tannées de Burich, et je crus presque voir des larmes frémir dans ses yeux noirs. Il détourna le visage vers le feu, et je compris que nous en arrivions au cœur de ce qu'il devait me dire. Devait, et non voulait. Une profonde angoisse le taraudait, qu'il refusait de s'avouer. Un homme moins fort, moins dur envers lui-même, en aurait tremblé. Crains pour toi, mon garçon. Il s'adressa à la haute, en pierre de la cheminée, et sa voix était si grave que j'avais du mal à le comprendre. Pourquoi? Une question simple est le meilleur moyen pour déverrouiller une porte récalcitrante. C'est Imbre qui me l'avait enseigné. Je ne sais pas s'il le percevra en toi, ni ce qu'il fera dans ce cas. Il paraît que... Non, je sais que c'est vrai. Il y avait une femme, enfin, à peine plus qu'une enfant à vrai dire, qui savait s'y prendre avec les oiseaux. Elle vivait dans les collines à l'est d'ici, et on disait qu'elle pouvait faire venir à elle un faucon sauvage du haut du ciel. Certains l'admiraient et disaient qu'elle avait un don. Ils lui apportaient leurs volailles malades ou l'appelaient quand les poules refusaient de pondre. Elle ne faisait que du bien, à ce que j'ai entendu dire. Mais Galen s'en est pris publiquement à elle, l'a traitée d'abomination, et a déclaré que rien ne saurait arriver de pire pour notre monde que de la laisser se reproduire. Et un matin,
On a trouvé son cadavre. Elle avait été battue à mort. C'était Galen? Burich haussa les épaules, geste qui ne lui ressemblait guère. Son cheval n'était pas à l'écurie la nuit précédente. Voilà tout ce que je sais. Il avait les mains pleines d'échymoses, et le cou et la figure tout éraflés. Mais ce n'étaient pas des éraflures qu'une femme aurait pu lui faire, mon garçon. C'étaient des marques de cerf, comme si un faucon l'avait attaqué. Et tu n'as rien dit demandai-je, incrédule. Son sourire amer sonna comme un aboiement. Un autre a parlé avant moi. Galen a été accusé du meurtre par le cousin de la fille, qui se trouvait travailler chez nous, aux écuries. Galen a refusé de se défendre. Ils sont montés au pire témoin se battre pour la justice d'elle, qui prévaut toujours là-haut. Le règlement d'indifférent au pied des pierres a préséance sur la décision du tribunal royal, et nul n'a le droit de le remettre en cause. Le garçon s'est fait tuer. Pour tout le monde, elle avait rendu sa justice. Le garçon avait accusé Galen à tort. On a rapporté ses propos à Galen, qui a répliqué que la justice d'elle, c'était que la fille soit morte avant d'avoir conçu, ainsi que son cousin, impur lui aussi. Burich se tut. Ces paroles m'avaient retourné l'estomac, et je sentais une peur glacée s'infiltrer en moi. Une question une fois tranchée au pire témoin ne pouvait plus jamais être soulevée. C'était au-delà de la loi. C'était la volonté même des dieux. Ainsi j'allais avoir pour professeur un meurtrier, un homme qui chercherait à me tuer s'il me soupçonnait d'avoir le vif. Oui, dit Burich comme si j'avais parlé tout haut. Oh, Fitz, mon fils, sois prudent, sois avisé. Et je m'étonnai un instant, car on aurait dit qu'il craignait pour moi. Mais il ajouta. Ne me fais pas honte, mon garçon, ni à ton père. Que Galen ne puisse pas dire que j'ai laissé le fils de mon prince devenir à demi animal. Montre-lui que le sang de chevalerie n'est pas dénaturé dans tes veines. J'essayerai, marmonnai-je. Puis j'allais me coucher, inquiet, et le moral au plus bas. Le jardin de la reine ne se situait pas près du jardin des femmes, ni de celui des cuisines, ni d'aucun autre jardin de Castelcerre. Non, il se trouvait au sommet d'une tour ronde. Face à la mer, son enceinte avait été surélevée, mais au sud et à l'ouest, le muret était bas et bordé de sièges. Les pierres captaient la chaleur du soleil et protégeaient les rafales salées venues de la mer. L'air était immobile, presque comme si l'on se mettait les mains en coupe sur les oreilles. Pourtant, ce jardin créé sur le roc avait quelque chose de sauvage. Il y avait des cuvettes creuses dans la pierre, autrefois destinées peut-être à servir de bain d'oiseaux, de composition aquatique, et toutes sortes de bacs, de pots et d'abreuvoirs en terre au milieu desquels se dressaient des statues. En un autre temps, bacs et pots avaient dû déborder de verdure et de fleurs, mais de ses occupants, seuls demeuraient quelques tiges flétries et du terreau moussu. Le squelette d'une plante grimpante s'entortillait sur un treillis vermoulu. Ce spectacle m'inspirait une tristesse plus glacée que les premiers frimas de l'hiver approchant. C'est Patience qui aurait dû s'en occuper, me disais-je. Elle y aurait fait renaître la vie. Le jardin était désert quand j'y arrivai, mais Auguste se présenta peu après. Il possédait la large carrure de vérité, de même que j'avais hérité de la taille de chevalerie, et le teint sombre des loin voyants. Distant, mais poli. Comme toujours, il me salua d'un hochement de tête, puis se mit à déambuler parmi les statues. D'autres apparurent rapidement à sa suite. Leur nombre, plus d'une douzaine, me surprit. À part Auguste, fils de la sœur du roi, nul ne pouvait revendiquer davantage de sang loin-voyant que moi. Il y avait là des cousins, germains ou au premier degré, des deux sexes, certains plus âgés, d'autres plus jeunes que moi. Auguste était sans doute le cadet du groupe, avec ses 2 ans de moins que moi, et Sereine la doyenne, puisqu'elle avait dans les 25 ans. Ils se comportaient d'une façon étrangement réservée. Certains parlaient doucement entre eux, mais la plupart se promenaient de ci, de là, en tâtant du doigt la terre vierge des bacs ou en admirant les statues. Alors Galen arriva. Il fit claquer la porte de l'escalier derrière lui, et plusieurs élèves sursautèrent. Puis il posa sur nous un long regard que nous lui rendîmes. J'ai remarqué quelque chose chez les gens maigres. Certains, tels Imbre, semblent si attirés par l'existence qu'ils en oublient de manger. Au contraire, qu'ils brûlent jusqu'à la moindre miette de nourriture au feu de la fascination passionnée que leur inspire la vie. Mais il existe un autre type d'individus. Ceux qui traversent les jours avec des allures de cadavres, les joues hâves, les ossaillants. On sent bien que de ce bas monde les dégoûte tellement
qui n'en absorbe le moindre élément qu'avec la plus grande réticence. En voyant Galen, j'aurais juré qu'il n'avait jamais vraiment apprécié la plus infime bouchée de nourriture ni une seule gorgée de liquide de sa vie. Sa tenue me laissa perplexe, riche, opulent, avec de la fourrure au col et une telle quantité de perles d'ambre sur sa veste qu'une épée n'aurait pu la transpercer. Ses vêtements étaient pourtant si tendus, taillés si serrés sur sa silhouette, qu'on en venait à se demander si le tailleur n'avait pas manqué de tissu pour terminer l'habit. À une époque où des manches bouffantes zébrées de couleurs vives étaient une marque de richesse, il portait une chemise aussi moulante que la peau d'un chat. Ses hautes bottes lui en serraient les mollets et il tenait à la main une petite cravache, comme s'il revenait de faire du cheval. Son costume d'aspect inconfortable s'ajouta à sa maigreur pour donner une impression de pingrerie. Ses yeux pâles et distants firent le tour du jardin de la reine. Il nous soupesa du regard et nous rejeta aussitôt comme quantité négligeable. Il respirait par le nez, un nez de faucon, à la façon d'un homme devant une tâche désagréable. Dégagez un bout de terrain, nous ordonna-t-il. Poussez tous ces rebuts de côté, entassez-les là-bas, contre ce mur. Allons, dépêchons. Je n'ai nulle patience pour les lambins. Et ainsi les derniers vestiges du jardin furent détruits. Les arrangements de pots et de corbeilles, traces des petites allées et des tonnelles d'autrefois, furent balayés. Les pots déposés dans un coin et les ravissantes statuettes entassées pêle-mêle par-dessus. Galen n'ouvrit la bouche qu'une fois pour s'adresser à moi. Dépêche-toi, bâtard, me dit-il alors que je m'escrimais à porter un pesant bac en terre, et il m'abattit sa cravache en travers des épaules. Le coup ne fut pas violent, dire plus qu'une tape, mais cela sentait tant sa préparation que je cessai tout effort pour regarder Galen. Ne m'as-tu pas entendu fit-il d'un ton hargneux. Je hochai la tête et me remis au travail. Du coin de l'œil, j'aperçus une curieuse expression de satisfaction sur son visage. Ce coup était un test, je n'en doutais pas, mais j'ignorais si je l'avais réussi ou non. Le sommet de la tour fut bientôt nu. Seules les traînées vertes de mousse et les cours d'eau miniatures depuis longtemps à sec indiquaient encore qu'il s'était trouvé là un jardin. Galen nous fit mettre sur deux colonnes, nous aligna par rang d'âge et de taille, puis il sépara les sexes, en plaçant les filles en retrait des garçons sur la droite. Je ne tolérerai ni la distraction ni les interruptions. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour bagnoder, prévint-il. Après quoi il nous fit prendre nos distances en nous faisant tendre les bras dans toutes les directions, pour être bien sûr que nous ne pouvions pas nous toucher, fût-ce du bout des doigts. J'ai vu le prélude à des exercices physiques, mais non. Il nous ordonna de rester sans bouger, le bras le long du corps, et de lui prêter attention. Nous écoutâmes donc son discours, debout dans l'air froid du sommet de la tour. Je suis le maître d'art de cette forteresse depuis 17 ans. Jusqu'ici, je donnais mes leçons à des petits groupes, discrètement. Ceux qui ne manifestaient pas de talent étaient éconduits, sans bruit. Les six duchés n'avaient pas besoin de plus d'une poignée de personnes formées, et je n'enseignais qu'aux plus prometteurs, sans perdre mon temps avec ceux qui n'avaient pas de don ni de discipline. Ces 15 dernières années, je n'ai initié personne à l'art. Mais les temps à venir s'annoncent difficiles. Les Outriliens ravagent nos côtes et forgisent nos compatriotes. Le roi subtil et le prince vérité emploient leur art à nous protéger. Grands sont leurs efforts et nombreux leurs succès, bien que le peuple ne se doute pas de ce qu'ils accomplissent. Croyez-moi, contre des esprits par moi formés, les Outriliens n'ont guère de chance de résister. Ils ont peut-être remporté quelques maigres victoires en nous prenant par surprise, mais les forces que j'ai créées contre eux les mettront en déroute. Une flamme brûlait au fond de ses yeux délavés. Il tendit les bras en ciel, en point d'orgue à ses propos. Il resta un long moment silencieux, le regard levé, les bras dressés au-dessus de la tête, comme s'il arrachait du pouvoir au ciel lui-même. Je le sais, reprit-il d'un ton plus calme, je le sais. Les forces que j'ai créées vaincront. Mais notre roi, que tous les dieux l'honorent et le bénissent, notre roi doute de moi. Et comme c'est mon roi, je m'incline devant sa volonté. Il veut que j'essaye de trouver parmi vous, qui êtes de sang inférieur, ceux qui auraient le talent et la force de caractère, la pureté d'intention et la rigueur d'âme qui exigent l'apprentissage de l'art. Selon les légendes, nombreux étaient autrefois ceux que l'on formait à l'art, et qui œuvraient, aux côtés de leur roi, à détourner le péril de notre pays. Peut-être est-ce exact, peut-être les vieilles légendes exagèrent-elles.
Toujours est-il que mon roi m'a ordonné de créer un surcroît d'artiseurs et que je m'y efforcerai. Il n'accordait strictement aucune attention à la demi-douzaine de filles que comptait notre groupe. C'était si criant que je me demandais en quoi offensé. Je connaissais vaguement ce reine, elle aussi élève douée de Gerpu, et j'avais l'impression de sentir la chaleur de sa colère. Dans la colonne voisine de la mienne, un garçon fit un mouvement. D'un bond, Galen fut devant lui. Eh bien, on s'ennuie? On se lasse des bavardages du vieux? J'avais une crampe au mollet, messire, répondit étourdiment l'intéressé. Du revers de la main, Galen lui asséna une gifle qui lui rejeta la tête en arrière. Tais-toi et reste immobile. Ou va-t'en, ça m'est égal. Il est déjà évident que tu ne possèdes pas le courage nécessaire pour prétendre à l'art. Mais le roi t'a jugé digne d'être ici. Et je vais donc tenter de t'enseigner. Je tremblais intérieurement, car Galen s'adressait au garçon, mais c'est moi qui le regardais, comme si sa victime avait bougé par ma faute. Je me sentis envahi d'une profonde répulsion à son égard. J'avais reçu des coups de la main de Hod pendant mes cours de maniement du bâton et de l'épée. J'avais eu des malaises provoqués par Imbre lui-même lorsqu'il m'apprenait les points sensibles du corps, les techniques de strangulation et les divers moyens de réduire un homme au silence sans le blesser. J'avais eu ma part de claques, de taloches et de coups de pied au cul de la part de Burich. Certains justifiés, d'autres motivés par l'énervement d'un homme occupé. Mais je n'avais jamais vu personne frapper avec un tel plaisir. Cependant, je m'efforçais de rester impassible et de regarder Galen sans donner l'impression de le dévisager, car je savais que, si je détournais les yeux, il m'accuserait de ne pas l'écouter. Avec un hochement de tête, satisfait, il reprit son discours. Pour maîtriser l'art, il devait d'abord nous apprendre à nous dominer nous-mêmes, et la privation physique était la clé de son enseignement. Le lendemain, il nous faudrait arriver avant le lever du soleil. Nous ne devions porter ni chaussures, ni chausses, ni manteau, ni aucun vêtement de laine. La tête devait être nue, le corps d'une propreté scrupuleuse. Il nous exhorta à prendre exemple sur ses habitudes alimentaires et autres, à éviter les viandes, les fruits sucrés, les plats assaisonnés, le lait et les nourritures frivoles. Il fit l'éloge du gruau, de l'eau froide, du pain complet et des tubercules à l'étuvée. Nous nous abstiendrons de toute conversation inutile, surtout avec les représentants du sexe opposé. Il nous mit longuement en garde contre les appétits sensuels de toute espèce, qui incluaient l'envie de manger, de dormir et d'avoir chaud. Enfin, il avait demandé qu'on dresse pour nous une table à part dans la salle à manger, où nous nous sustenterions d'aliments idoines, sans nous perdre en bavardages futiles et en questions oiseuses. Il prononça cette dernière phrase presque sur un ton de menace. Ensuite, il nous fit subir une série d'exercices. Fermer les yeux et les basculer vers le haut, aussi loin que possible. Essayer de les faire rouler sur eux-mêmes, comme pour voir l'intérieur de son propre crâne. Sentir la pression ainsi créée. Imaginer ce qu'on verrait si l'on pouvait les faire pivoter à ce point. Le spectacle ainsi révélé serait-il digne et juste? Les yeux toujours clos, se tenir sur une jambe, s'efforcer de rester parfaitement immobile, trouver un équilibre non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. En chassant toutes les pensées viles, on pouvait demeurer indéfiniment dans cette position. Pendant ces divers exercices, il se déplaçait parmi nous. Je le suivais au bruit de sa cravache. Concentrez-vous, ordonnait-il. Essayez au moins, essayez. Moi-même, j'eus droit à la badine au moins 4 fois ce jour-là. Ce n'était pas grand-chose. À peine une tape, mais même sans douleur, le coup avait quelque chose d'effrayant. La dernière fois, ce fut sur l'épaule, et la mèche s'enroula autour de mon cou, tandis que l'extrémité venait me frapper au menton. Je tressaillis. Mais je parvins à ne pas ouvrir les yeux et à conserver un équilibre précaire, malgré mon genou qui me lançait. Comme Galen s'éloignait, je sentis une goutte de sang chaud me couler lentement sur le menton. Il nous garda toute la journée, et ne nous libéra qu'au moment où le soleil se dessinait comme une demi-pièce de cuivre à l'horizon et où les vents de la nuit se levaient. Pas une fois, il ne nous avait permis d'aller manger, boire, ni satisfaire aucun besoin. Il nous regarda passer en file indienne devant lui, un sourire sinistre aux lèvres. Et ce n'est qu'après avoir franchi la porte que nous nous sentîmes libres de nous enfuir d'un pas incertain dans l'escalier. J'avais une faim de loup, les mains rouges et enflées de froid, et la bouche si sèche que je n'aurais pu parler même si je l'avais voulu. Mes compagnons étaient apparemment dans le même état, bien que certains eussent souffert davantage que moi. Pour ma part, j'étais accoutumé aux longues journées, souvent en pleine nature, mais joyeuses,
qui avait un an de plus que moi, avait l'habitude d'aider maîtresse pressée dans ses travaux de tissage. Son visage rond était plus blanc que rouge de froid, et je l'entendis murmurer quelque chose à Sereine, qui lui prit la main en descendant l'escalier. Ça aurait été moins affreux s'il nous avait prêté la moindre attention, répondit Sereine sur le même ton. Et, consterné, je les vis jeter un coup d'œil apeuré par-dessus leur épaule, de crainte que Galen ne les ait aperçus en train de se parler. Je n'avais jamais connu de souper plus lugubre à Castelcerre que celui de ce soir-là. Au menu, gruau froid de grains bouillis, pain, eau et purée de navets. Galen, qui ne mangeait pas, présidait notre tablée. Nul d'entre nous ne pit pas mot. Je crois même qu'aucun de nous n'osa regarder les autres. J'avalai les portions qui m'étaient allouées, et je quittai la table presque aussi affamé qu'avant le repas. Je regagnai ma chambre lorsque je me rappelai Martel, et je retournai aux cuisines prendre les os et les restes que Mijotte me mettait de côté, ainsi qu'une carafe d'eau pour remplir son écuelle. Tous ces objets me semblaient peser un point épouvantable pendant que je gravissais l'escalier, et je m'étonnais qu'une journée de relative inactivité dans le froid ait pu me fatiguer autant qu'une même période de travail harassant. Une fois que je fus dans ma chambre, l'accueil chaleureux et l'appétit de Martel me mirent du baume au cœur. Et, dès qu'il eut fini de manger, nous nous pelotonnâmes au fond du lit. Il avait envie de jouer, mais il renonça bien vite, et je me laissai sombrer dans le sommeil. Je me réveillai en sursaut en pleine obscurité, craignant d'avoir dormi trop longtemps. Un coup d'œil par la fenêtre m'indiqua que je pouvais encore arriver sur la tour avant le lever du soleil, mais tout juste. Pas question de faire une toilette ni de nettoyer les saletés de Martel. Et je bénis Galen d'avoir interdit chaud ses chaussures, car je n'avais pas le temps d'enfiler les miennes. Trop fatigué pour me sentir ridicule, je traversai la forteresse en flèche et grimpai 4 à 4 l'escalier de la tour. À la lumière vacillante des torches, j'aperçus certains de mes condisciples qui se hâtaient devant moi. Et lorsque j'émergeais des marches, la cravache de Galen s'abattit sur mon dos. Elle mordit à travers le tissu fin de ma chemise. Je poussai un cri autant de surprise que de douleur. Redresse-toi comme un homme et maîtrise-toi, bâtard, me dit Galen d'un ton hargneux. Et la cravache claqua encore une fois. Tous les autres avaient repris leur place de la veille. Ils paraissaient aussi épuisés que moi, et la plupart avaient l'air aussi indignés que moi du traitement que m'infligeait Galen. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'allais m'aligner dans ma colonne, face à Galen, sans rien dire. Le dernier arrivé est en retard et recevra la punition que vous venez de voir, vous avertit Galen. C'était une règle cruelle selon moi, car la seule façon d'éviter la cravache le lendemain serait de me présenter assez tôt pour la voir s'abattre sur un de mes camarades. Suivit une nouvelle journée d'inconfort et d'insultes distribuées au petit bonheur. C'est ainsi, du moins, que je vois les choses aujourd'hui. C'est ainsi également que je devais les voir alors, tout au fond de moi. Mais Galen ne parlait que de prouver notre valeur, de nous rendre forts et endurants. Il décrivait comme un honneur de rester sans bouger dans le froid, les pieds nus engourdis par le contact de la pierre glacée. Il attisait en nous la rivalité, la volonté de nous mesurer non seulement les uns aux autres, mais aussi à l'image déplorable qu'il avait de nous. Montrez-moi que je me trompe, allait-il répétant. Je vous en prie, montrez-moi que je me trompe, que je puisse au moins présenter au roi un élève digne de mon temps. Et nous obéissions. En y repensant aujourd'hui, je m'étonne, et je m'interroge sur moi-même. Mais en l'espace d'une journée, il avait réussi à nous couper du monde et à nous plonger dans une autre réalité, où les règles de la courtoisie et du sens commun n'avaient plus cours. Nous nous tenions exposés au vent, au froid, muets, dans diverses positions inconfortables, les yeux fermés, vêtus de guerre plus que nos dessous, et il déambulait parmi nous en distribuant des coups de sa ridicule petite cravache et des insultes de sa méchante petite langue. De temps en temps, il nous giflait, nous bousculait brutalement, ce qui est beaucoup plus douloureux lorsqu'on est transi jusqu'aux os. Ceux qui reculaient devant le coup, trébuchaient, étaient accusés de faiblesse. Tout le jour, il critiqua notre indignité, il nous répéta qu'il n'avait accepté de nous prendre comme élèves que pour obéir au roi. Il faisait comme si les filles n'étaient pas là, et, bien qu'il évoquât souvent les princes et les rois du passé, qui avaient manié l'art pour défendre le royaume, pas une fois il ne mentionna les reines et les princesses qui en avaient fait autant. Jamais non plus il ne nous donna le moindre aperçu de ce qu'il tentait de nous apprendre. Il n'y avait que le froid, l'inconfort de ces exercices et l'attente du prochain coup de cravache. J'ignore pourquoi nous nous évertuions à supporter de telles conditions, mais avec quelle rapidité nous étions faits les complices de notre propre dégradation. Le soleil s'approcha enfin de l'horizon.
Mais Galen nous avait réservé deux surprises ce jour-là. D'abord, il nous permit d'ouvrir les yeux et de nous étirer librement pendant quelques instants. Puis il nous fit un dernier discours. Celui-ci pour nous mettre en garde contre ceux qui, parmi nous, s'apprêtent la formation des autres par un laisser-aller étourdi. Tout en parlant, il marchait lentement au milieu des rangs, et bien des yeux se levaient au ciel. Bien des souffles étaient retenus sur son passage. Enfin, pour la première fois de la journée, il s'aventura du côté des filles. Certains, poursuivit-il, se croient au-dessus des lois. Ils s'imaginent avoir droit à une attention et une indulgence particulière. Vous devez chasser ce genre d'illusion de votre esprit avant de pouvoir apprendre quoi que ce soit. Mon temps a trop de valeur pour le passer à enseigner ces leçons aux feignants et aux rustos qui les ignorent encore. Le simple fait qu'ils aient réussi à s'introduire parmi nous est un affront. Mais ils sont là. Et, pour l'honneur de mon roi, j'essayerai de les instruire. Même si, à ma connaissance, il n'est qu'un moyen d'éveiller ces esprits paresseux. Et il cravacha joyeuse par deux fois. Quant à ce reine d'une bourrade, il la fit tomber sur un genou et il la frappa à 4 reprises. À ma grande honte, je n'intervins pas plus que les autres. Je me contentai d'espérer qu'elle ne se mettrait pas à pleurer, risque d'aggraver la sanction. Mais elle se releva, vacilla un instant et enfin se tint d'aplomb, immobile, le regard au-dessus de la tête des filles devant elle. Je poussai un soupir de soulagement. Mais Galen était déjà revenu vers nous et tournait autour de nous comme un requin autour d'une barque de pêcheurs, tout en pérorant sur ceux qui se croyaient trop doués pour partager la discipline du groupe, qui se permettaient de la viande à volonté, tandis que les autres se limitaient à de salubres céréales et à des aliments purs. Mal à l'aise, je me demandais qui avait été assez bête pour visiter les cuisines en cachette. C'est alors que je sentis la caresse brûlante du fouet sur mes épaules. Si j'avais cru jusque-là que Galen y mettait toute sa force, j'étais désormais détrompé. Tu pensais pouvoir m'abuser? Tu pensais que je ne saurais pas que Mijotte mettait de côté une assiette de friandises pour son cher petit protégé? Mais je suis au courant de tout ce qui se passe qu'à Solcer. Ne te fais pas d'illusions à ce sujet. Je compris soudain qu'il parlait des restes de viande que j'avais récupérés pour Martel. Ce n'était pas pour moi, protestai-je. Et je regrettais aussitôt de ne pas m'être plutôt coupé la langue. Les yeux de Galen étincelèrent d'un feu glacé. Tu es prêt à mentir pour t'épargner une petite douleur bien méritée. Tu ne maîtriseras jamais l'art. Tu n'en seras jamais digne. Mais le roi a ordonné que j'essaye de te former et j'obéirai, malgré toi et ta basse naissance. Humilié, je subissais les coups qu'il m'assénait en expliquant aux autres que l'ancienne règle qui interdisait d'enseigner l'art à un bâtard visait précisément à empêcher une telle situation. Ensuite, je restais sans bouger, muet, honteux, tandis qu'il traversait les rangs en distribuant des coups de cravache, de pure forme à chacun de mes condisciples. Car, disait-il, la communauté devait payer pour les échecs de l'individu. Peu importait l'absurdité du raisonnement et la légèreté des coups à côté de ceux qu'il m'avait infligés. L'idée qu'on punit mes camarades à cause de ma faute me mortifiait à un degré jusque-là inconnu. Enfin, il nous libéra et nous allâmes presque prendre un nouveau repas aussi lugubre que celui de la veille et presque semblable. Cette fois, le silence régnait dans l'escalier et à table, je montai ensuite tout droit dans ma chambre. Bientôt de la viande, promit Joshua affamé qui m'y attendait. Malgré mon dos et mes muscles douloureux, je me contraignis à nettoyer la pièce, à ramasser les saletés de Martel, puis à m'en aller quérir des roseaux frais. Martel faisait un peu la tête à cause de ces 2 journées de solitude, et je me rendis compte avec inquiétude que j'ignorais combien de temps allait durer ce pénible apprentissage. Je patientais jusqu'à l'heure tardive où tout le monde devait être couché avant de me risquer vers les cuisines. Je redoutais que Galen ne découvrît mon escapade, mais qu'y faire? J'avais descendu la moitié du grand escalier quand j'aperçus la lumière d'une bougie, portée par quelqu'un qui montait. Je me plaquai au mur, certain qu'il s'agissait de Galen, mais c'est le fou qui apparut, le teint aussi blanc et pâle que la cire de sa chandelle. De l'autre main, il tenait un seau rempli de nourriture et une carafe d'eau perchée dessus. Sans un mot, il me fit signe de rentrer dans ma chambre. Une fois à l'intérieur, la porte fermée, il se tourna vers moi. Je peux m'occuper du chien à ta place, me dit-il, sèchement, mais pas de toi. Sers-toi de ta tête, petit. Que peux-tu donc apprendre de ce qu'il t'inflige? Je haussai les épaules, puis fis la grimace. C'est pour nous endurcir, c'est tout. Ça ne devrait plus durer très longtemps.
Après, il commencera pour de bon à nous former. Je peux le supporter. Puis, attends un peu, dis-je tandis qu'il donnait de petits bouts de viande à Martel. Comment sais-tu ce que Galen nous fait subir? Ah, ça, ce serait cafardé, répondit-il d'un ton badin. Et je ne peux pas. Cafardé, je veux dire. Il versa le reste du seau par terre, remplit d'eau l'écuelle du chien, puis se redressa. Je veux bien nourrir le chiot. J'irai même jusqu'à essayer de le sortir un peu tous les jours. Mais je refuse de nettoyer ses saletés. Il s'approcha de la porte. C'est ma limite. Tu ferais bien de t'en imposer une aussi. Et vite, très vite. Le danger est plus grand que tu ne l'imagines. Il sortit avec sa bougie et s'est mis en garde. Aussitôt, je m'allongeai et m'endormis au bruit de Martel, qui mâchonnait un os en grognant.